Aujourd'hui, lorsque l'on pense à l'Arabie Saoudite, ce qui nous vient rapidement à l'esprit, c'est le pétrole et la famille royale, avec parfois des tendances plutôt bling-bling. Cette impression se fait de plus en plus ressentir. On le voit quand par exemple le prince héritier Mohammed Ben Salman se permet d'acheter le tableau de Léonard de Vinci Salvator Mundi à plus de 400 millions de dollars. Plus récemment, il y a eu le lancement du projet The Line ou encore l'arrivée de Cristiano Ronaldo avec un salaire de 200 millions par an. L'Arabie Saoudite n'a pas toujours bénéficié d'un tel niveau de richesse, surtout à l'époque où les revenus principaux de la péninsule arabique provenaient des lieux saints de la Mecque et de Médine, ainsi que le commerce des caravanes. Il s'agissait aussi d'une région qui faisait face à du brigandage qui pillait justement ces caravanes. Malgré une richesse moindre, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de famille puissante ou d'intérêt dans la région. Il s'agissait d'un lieu stratégique, surtout pour les puissances coloniales européennes comme la Grande-Bretagne, car la péninsule arabique se situe entre les Indes britanniques et l'Europe. La famille Saoud, qui règne aujourd'hui sur son pays l'Arabie Saoudite, a dû faire face à un long processus de conquête. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons revenir sur les événements fondateurs de l'Arabie Saoudite, en partant de la ville de Darija en 1744 jusqu'à la proclamation du pays en 1932. Avant d'arriver à la famille Saoud, il est important de revenir sur un personnage, celui de Mohammed Abdel Wahhab. Il est d'ailleurs issu du Najd, la même région que celle de la famille Saoud. Al-Wahhab est né en 1703, dans une famille religieuse, ce qui lui permet d'avoir rapidement un enseignement religieux. De plus, tout au long de sa jeunesse, il voyage dans le monde musulman. Il se rend dans des villes importantes comme Médine, Bassora, Ispahan, Qom, Damas et Le Caire. À cette époque, la particularité de ces régions, c'est qu'elles sont toutes sous la domination de l'Empire ottoman. Tous ces voyages lui permettent d'acquérir une grande connaissance et de se rendre compte de la situation de l'islam dans le monde. Il constate une pratique qui lui est dérangeante, celle de l'adoration du prophète Mohammed ainsi que sa famille et ses compagnons. Il s'agit de la pratique de l'adoration des saints. D'ailleurs, le nom donné en arabe signifie littéralement les amis de Dieu. C'est un culte qui sévit au XVIIIe et XIXe siècle, notamment en Irak et dans la péninsule arabique. Ces pratiques sont répandues par les soufis. Al-Wahhab développe donc la nécessité de revenir à une pratique authentique. C'est à partir de là que se développe la doctrine du wahhabisme. Il rentre donc de ses voyages en 1726 dans sa ville d'origine d'Ania. À ce moment-là, il se lance dans la prédication. Il écrit aussi un livre, le livre de l'unicité. Dans ce livre, il décrit la nécessité des musulmans à se réunir autour de l'adoration de Dieu en rejetant toute autre forme de culte comme celui des saints, considéré comme une forme d'hérésie. Il continue ses voyages dans le monde musulman en allant principalement de l'Iran à l'Égypte en passant par le Levant et la Mésopotamie. En 1937, il revient une seconde fois dans sa ville d'origine d'Ania, et il arrive à y séduire l'émir de la ville, Osman ben Mohamed ben Muammar. Toutes les tombes qui recevaient un culte de la part des habitants furent détruites par Abdel Wahhab et l'émir de la ville. L'une de ces tombes appartenait à Zaïd ben el-Khattab, l'un des compagnons du prophète. Cela provoque une certaine opposition des populations et l'émir Osman ben Mohamed, sous pression d'un émir voisin, doit tuer El-Wahhab. Mais celui-ci, étant devenu proche de lui, le pousse à l'exil. Avant d'arriver sur l'alliance fondatrice en 1744 du premier État saoudien, il est important de présenter la doctrine du wahhabisme. Dans l'islam, on retrouve deux branches majoritaires, les chiites et les sunnites. Le sunnisme, lui, est divisé en 4 écoles d'interprétation. L'hanbalisme, dans notre cas, est l'école considérée comme la plus rigoriste et austère. Celle-ci préconise une lecture stricte du Coran et ne se fie qu'à celui-ci ainsi que la sunna. La péninsule arabique à cette époque est un foyer du hanbalisme, mais aussi celui de certains mouvements soufis pratiquant le culte des saints. D'après Abdel Wahhab, ce genre de pratique cause la désunion des musulmans. Il se place alors comme un réformateur luttant contre les pratiques hérétiques. Le wahhabisme alors préconise un retour à la forme originelle de l'islam, avec une application stricte de la charia et une lecture littérale du Coran. Ils viennent dans un but de réforme de l'islam en prétendant le nettoyer de toutes les innovations religieuses, comme le culte des saints que Abdel Wahhab combat directement. Dans ce cas, ils rejettent absolument tous les autres courants qui ne suivent pas la même ligne, comme les chiites et les soufis, qu'ils ne considèrent pas comme des frères, mais pire que des infidèles. Alors pour la remarque, le terme wahhabite ne fut pas utilisé par les partisans. Déjà à l'époque, les disciples de El-Wahhab se considéraient comme étant simplement des musulmans. Encore aujourd'hui, ils ne l'utilisent pas, car ils se considèrent tout simplement comme étant hanbalites. Ce qu'on appelle alors le wahhabisme se répand progressivement dans la région du Najd. Le Najd est à cette époque loin de former ce qui sera le premier État saoudien. C'est une partie de la péninsule arabique composée de différents centres de pouvoir. Il y a Ania,
que l'on a déjà présenté, il y a aussi Riyad et pour finir Daria. C'est dans cette dernière ville que Al-Wahhab se rend lors de son exil. C'est aussi dans celle-ci que vit la famille Saoud. Daria est dirigée par l'émir Mohammed Ben Saoud. Il s'agit du fils du fondateur de la dynastie Ben Mohammed Ben Moukren Saoud. Voyant d'un bon œil les avantages politico-économiques, l'émir Mohammed Ben Saoud, en 1744, décide d'accueillir Al-Wahhab ainsi que d'adhérer à sa doctrine. Il faut savoir qu'à cette époque, la famille Saoud était loin de la richesse d'aujourd'hui, et les avantages apportés par Al-Wahhab sont nombreux. Il permet de mettre en place un pouvoir fort, et en plus, ses partisans sont nombreux, ce qui permet à la ville d'Aria de se développer grâce au flux grandissant vers celle-ci. Les débuts militaires de cette nouvelle alliance vont se faire via des razzias, car la doctrine du wahhabisme permet le pillage d'hérétiques ou d'associateurs. Comme on l'a dit précédemment, la région regorge d'un certain nombre de ces mouvements. De plus, l'arrivée de nombreux partisans de Al-Wahhab permettent d'agrandir les rangs de l'émirat. L'influence de Al-Wahhab est remarquable dans la région, on le voit car l'émir Dania Ousmane Ben Mohamed, celui qui l'avait exilé, est resté fidèle à sa doctrine. Cela permet un mariage entre cette famille et les Saouds en 1748. Alors malgré cette alliance, des tensions anciennes prennent le dessus, mais finalement, les Saouds parviennent à intégrer le centre d'Ania dans leur territoire. Il reste alors un dernier centre qui fait obstacle à l'émirat saoudien grandissant, c'est celui de Riyad. Mohammed Ben Saoud, le premier de l'alliance avec Abdel Wahhab, meurt en 1765. Sa période représente celle de structuration des bases. C'est son fils Abdelaziz Saoud qui lui succède. Si dans un premier temps le territoire est limité, le règne de ce nouveau dirigeant est marqué par une forte expansion. En 1773, l'oasis de Riyad est conquise. Et en 1780, c'est tout le centre de l'Arabie qui est intégré dans le territoire saoudien. Maintenant que le centre est conquis et que Abdel Wahhab s'est assuré de l'allégeance des populations à sa doctrine, les voies sont ouvertes pour les territoires tout autour. Il y a au nord l'actuel Irak, à l'est le Ahsa, à l'ouest le Hedjaz et au sud le Yémen et l'Oman. C'est durant ce contexte d'expansion notamment vers le Ahsa que Mohammed Ben Abdel Wahhab meurt en 1792. Ses fonctions sont léguées à son fils Hussein. Les années 1790 sont caractérisées par les tensions qu'il ne faut qu'augmenter entre les Saoudiens et le Hedjaz à l'ouest. Celles-ci causent même des accrochages militaires. Il y a aussi un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est l'Empire ottoman. Alors même si le Najd n'en fait pas partie, l'Empire voit d'un mauvais œil cette puissance grandissante, surtout que les Wahhabites s'attaquent à des régions ottomanes comme l'Irak ou le Hedjaz. L'attaque ottomane est menée au début du 19e siècle, mais celle-ci est un désastre. Ali Pacha, chef de l'armée ottomane, est contraint de signer la paix. Malgré ça, les Wahhabites ne s'arrêtent pas. Cela s'explique car ils apprennent qu'au même moment, l'Empire ottoman est mis à mal par les campagnes napoléoniennes en Égypte. Ils en profitent pour s'introduire en Irak et détruisent la ville sainte de Karbala en 1802. C'est une ville extrêmement riche car la tombe du petit-fils du prophète Mohammed, Hussein, était un lieu important pour les chiites et donc un lieu de flux conséquent en termes de ressources, notamment de l'or et de l'argent. À ce moment-là, les conquêtes se multiplient. La ville de Médine est occupée en 1802 et la Mecque l'année suivante. Tous les monuments dédiés aux héros de l'islam sont détruits. Cette prise ne peut pas passer pour l'Empire, qui décide d'envoyer une grande armée pour reprendre les deux lieux saints. C'est cette année que l'émir Abdelaziz meurt. Il est assassiné par un chiite de Karbala qui y a perdu sa famille. C'est son fils, du nom de Saoud, qui lui succède. La Mecque est prise une seconde fois en 1806. Le nouvel émir se concentre alors sur le Levant, où il envoie des lettres aux notables des grandes villes comme Damas pour les pousser à adopter le wahhabisme. Des raids sont d'ailleurs menés en Syrie et en Palestine. Alors, on voit que les wahhabites s'étendent beaucoup vers l'ouest, mais c'est aussi le cas de l'est. Lorsque la Mecque est reconquise en 1806, l'Empire ottoman est fortement irrité. En 1808, le gouverneur du Caire Mohammed Ali est missionné par le sultan calife Mustapha IV pour mettre un terme à l'avancée des Saouds. La ville de Médine est récupérée par Mohammed Ali en 1802, Jeddah en 1813, puis quelques jours après la Mecque. Saoud meurt en 1804 et c'est son fils Abdallah qui lui succède. Il intervient à une époque où l'État saoudien a perdu une grande partie de son territoire. La suite de l'expédition missionnée par les Ottomans est dirigée par le fils de Mohammed Ali, Ibrahim Pacha. Il met un terme au premier État saoudien en prenant la capitale de Daria le 11 septembre 1818. Afin de fêter la fin de l'État saoudien et de les humilier, le petit-fils d'Abdel Wahhab est fusillé. Et Abdallah Saoud est exécuté le 24 décembre à Constantinople. On remarque la date qui fait référence à Noël, mais en plus, avant de mourir, il est enchaîné et frappé par la foule. Finalement, il est décapité en parallèle d'un feu d'artifice, et pour finir, sa tête est jetée dans les eaux du Bosphore. Turki Ben Abdallah, le petit-fils de Mohammed Ben Saoud, le premier dirigeant de l'État saoudien que l'on a déjà présenté, parvient à s'échapper.
La famille Saoud ne meurt donc pas en même temps que son premier état. Alors que le Najd est sous la domination de Mohamed Ali, sa chute fait que la région est isolée, car l'Empire ottoman n'est pas dans la capacité de la contrôler. Cela permet à Turki Ben Abdallah de lancer une révolte. Le second état n'est pas aussi conséquent que le premier. Il se concentre surtout autour du Najd, du Harsa et du Golfe. Et il est surtout caractérisé par la lutte pour le pouvoir. L'Empire ottoman intervient une nouvelle fois et met un terme au second état saoudien. La famille saoudienne, elle, est contrainte à prendre la fuite. Pendant cette période d'errance, les Saouds vont aller au Koweït, qui est sous protection britannique. En 1902, intervient une nouvelle personne, sûrement la plus importante avec Mohamed Abdel Wahhab, celui qui est d'ailleurs le grand-père de Mohamed Ben Salman. Il s'agit de Abdelaziz ibn Saoud, qu'on nomme souvent Ibn Saoud. À cette date, il reprend une partie du Najd et récupère le 16 janvier 1902 la ville de Riyad. Il récupère progressivement le centre de l'Arabie. En 1912, il va former ce qui constitue son fer de lance, l'Ikhwan, qui signifie la fratrie. Il s'agit d'un groupe de bédouins militarisés qui sont galvanisés par la soif de conquête. Et en 1913, il reconquit le Harsa. À présent, contrairement aux premiers deux états précédents, son pouvoir est reconnu par les Ottomans. Et c'est aussi au même moment qu'intervient la Première Guerre mondiale. Le 26 décembre 1915, Ibn Saoud conclut un traité avec la Grande-Bretagne. La reconnaissance de ses possessions, la protection britannique, ainsi que un don d'armes et d'argent. En échange, Ibn Saoud promet qu'il ne s'attaquera pas aux intérêts et aux territoires sous protection britannique. Grâce à ce traité, cela leur permet d'être neutres durant la guerre et de se concentrer à l'amélioration de leur pouvoir, notamment avec l'Ikhwan. Au lendemain de la Grande Guerre, Ibn Saoud ne gâche plus ses intentions sur le Hedjaz. En 1919, les premiers affrontements ont lieu et il affronte et vainc le fils de Hussein, qui est le shérif actuel de la Mecque. Mais ses succès sont freinés par la pression britannique. En même temps, il y a une forte propagande religieuse dans les deux camps. Hussein est accusé d'avoir trahi l'islam en combattant l'Empire ottoman lors de la révolte arabe de 1916, et Ibn Saoud est accusé d'être un hérétique en étant un wahhabite. En 1921, l'émirat d'Ibn Saoud devient un sultanat. Il se permet de prendre le titre de sultan après la chute de l'Empire ottoman et l'abolition du sultanat par Mustafa Kemal le 1er novembre 1922. Les actions de l'Ikhwan sont de plus en plus virulentes et nombreuses. Elles sont même arrêtées au sud de l'Irak par l'armée britannique. Finalement, la Grande-Bretagne arrête son aide au sultanat, ce qui permet à Ibn Saoud de se libérer de la pression britannique. C'est à ce moment-là qu'il décide de lancer sa conquête du Hedjaz, surtout que Hussein se fait proclamer calife après l'abolition du califat ottoman le 3 mars 1924. Les Saoudiens condamnent directement cette action et l'offensive militaire est lancée durant l'été 1924. Hussein abdique le 3 octobre et l'Ikhwan occupe la Mecque. La conquête s'achève après la capitulation de Médine le 5 décembre 1925. Ibn Saoud prend le titre que portait Hussein, celui de roi du Hedjaz, ce qui fait de lui le roi du Hedjaz, le sultan du Najd et du Harsa. Il est aussi reconnu en tant que roi de cette région par la Grande-Bretagne qui était alliée de Hussein, et il est même reconnu par l'URSS. Dès lors qu'il prend le pouvoir, il interdit tous les signes d'idolâtrie dans les lieux saints, et il s'en prend aussi aux mausolées des saints musulmans. Le wahhabisme inquiète dans le monde musulman. Alors, pour se légitimer et rassurer, il organise en juin 1926 un congrès du monde musulman à la Mecque. Le 20 mai 1927, un traité est signé avec la Grande-Bretagne à Jeddah afin que tout territoire conquis par Ibn Saoud soit reconnu. En échange, il doit renoncer à ses revendications sur les Émirats du Golfe, ce qui fait alors du troisième État saoudien le premier État arabe à accéder à une complète indépendance. Le traité est renouvelé en 1936 et en 1943. Dans la fin des années 20 et le début des années 30, Ibn Saoud va être confronté à deux problèmes. Le premier est celui de l'Ikhwan, qui est galvanisé par les conquêtes militaires. Il devient de plus en plus difficile de les contenir. En 1928, il lance des raids contre l'Irak et le Koweït, qui met en difficulté Ibn Saoud, qui comprend la nécessité de mettre un terme à ces pratiques. En 1929, l'Ikhwan entre en dissidence. Avec des chefs de tribus et l'aide britannique, il met fin à la confrérie après des mois de guerre. L'aide britannique l'oblige à reconnaître officiellement l'Irak et la Transjordanie. Le second problème que rencontre Ibn Saoud est économique, car à ce moment-là, les seules ressources proviennent du pèlerinage. Dans les années 1930, la recherche pétrolière ne fait que commencer et l'exploitation ne débute qu'en 1939. Finalement, c'est le 24 septembre 1932 que Abdelaziz ibn Saoud unifie toutes ses possessions pour créer le royaume de l'Arabie Saoudite dont il est le roi. Ce nouvel État saoudien est la concrétisation des précédents, car à présent il ne s'agit plus d'un émirat ou d'un sultanat mais d'une monarchie rassemblant toutes les possessions saoudiennes. C'est son fils aîné Saoud qui est désigné comme dauphin. Cette désignation permet de mettre un terme aux luttes intrafamiliales pour la succession. J'espère que cette petite vidéo sur la formation de l'Arabie Saoudite vous a plu. Si c'est le cas,
N'hésitez pas à nous donner votre avis, ou si jamais vous désirez une suite à propos de l'Arabie Saoudite. Dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à bientôt.